Avant de me lancer dans le dossier Fannie Willis cette question de disqualification de Fannie Willis qui, dans les faits, la décision de disqualification n'entraîne pas une décision de dire du coup le procès n'a pas lieu, mais dans les faits, c'est ce qui se passerait. Ça veut dire que si Fannie Willis est disqualifiée, le procès doit être confié à un autre procureur, notre bureau, parce que en fait c'est elle et l'ensemble de son équipe, de son bureau qui serait disqualifié. Donc par exemple, ça partirait du côté de Cobb County, d'autres comtés. Donc même si le dossier resterait devant le tribunal de McAfee, c'est une autre équipe de procureurs qui devrait s'en charger. Il y a peu d'équipes de procureurs en Géorgie qui a la surface et le temps et le personnel pour s'occuper de ce genre de dossier. Il y aurait une période où la nouvelle équipe serait obligée de se mettre à niveau avant de poursuivre, que peut-être voir que la manière dont Fannie Willis a décidé d'instruire son dossier ne correspond pas à leur volonté, revenir sur les discussions, se dire est-ce que c'est du RICO Act, est-ce que les plea deals que Fannie Willis a donné, est-ce que il nous touche ou pas. Donc ça ferait que ça prendrait énormément de temps. Si le juge trouvait un procureur qui veut se charger de ce dossier, et si c'est pas le cas, ben, ça partirait au niveau d'un organisme officiel administratif au sein de la Géorgie, qui est contrôlé par des pro-Trump MAGA, dont un qui a organisé le 6 janvier le transport de supporters pro-Trump à Washington. C'est lui qui prendrait la décision finale. On sait que sur d'autres dossiers, ça fait 18 mois que les dossiers sont en attente. Donc dans tous les cas, cela permettrait à Trump de, au mieux, éviter un procès télévisé avant l'élection. Deux, ça lui permet actuellement de gagner énormément de temps, ce qui est en train de se passer, et de discréditer Fannie Willis. Donc c'est que en ce moment, ce qui se passe du côté de Fulton County, c'est que du bénéfice pour Trump. C'est que du bénéfice pour Trump. Et donc ça lui permettrait de gagner du temps. Et puis, peut-être, si personne ne veut reprendre ce dossier-là, si ce n'est pas possible, bah, c'est la fin du dossier. Donc, la disqualification de Fannie Willis pour pour ce qui est une histoire de relation romantique et qui au départ est une accusation de conflit d'intérêts où Fannie Willis aurait engagé Nathan Wade comme procureur spécial pour s'occuper du dossier parce que en fait ils avaient une relation romantique entre les deux et que donc du coup elle avait engagé, elle avait bien payé et que résultat lui reversait d'une certaine manière une partie de son salaire en l'invitant lors des vacances a fait, vous l'avez vécu, on l'a vécu ensemble, 2 journées de débat. Donc la procédure a été lancée suite à une requête d'annulation du procès de un des causes inculpés de Trump, Mike Roman, le spécialiste des sales coups auprès de Trump. Dans plusieurs États, son nom est cité. Avec son avocate, vous vous en souvenez, Ashley Merchant. Donc, on a vécu ça pendant 2 jours. Et aujourd'hui, ce vendredi, on devait avoir une dernière audience qui aurait permis normalement à chaque partie de présenter ses conclusions pour permettre après au juge McAfee de répondre de prendre sa décision sur la disqualification. Je vous rappelle que à la fin, c'est au juge McAfee de prendre une décision, d'estimer qu'il y a des preuves, d'estimer que ces preuves compromettent le travail de Fannie Willis, même si, soyons clairs, c'est évident, mais il faut le dire et le redire, tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui est en train de se passer n'a aucun rapport avec le dossier, n'a aucun rapport avec l'inculpation de Trump et de 18 personnes, et n'a aucun rapport avec la qualité de l'enquête de Fannie Willis qui a été approuvée, ne l'oublions pas,
par un grand jury, donc par des citoyens de l'État de la Géorgie, qui ont décidé d'inculper Donald Trump, où il risque, vous le savez, un minimum d'une peine de prison de 5 ans incompressible. Donc, nous en sommes dans cette espèce de situation folle où toute la procédure pour préparer le procès qui devait avoir lieu au mois d'août est arrêtée. Et Trump n'a pas encore déposé sa requête de faire annuler tout ça pour sa fameuse immunité présidentielle totale. Il va le faire. Il va le faire si la Cour suprême n'intervient pas de manière définitive en uniformisant la loi sur l'ensemble du pays. Donc, le procès est arrêté. Fani Willis, et c'est de sa faute, est attaqué de tous les côtés et décrédibilisé, parce que de manière éthique et de manière optique, le fait que même si la loi lui autorise le fait d'avoir une relation romantique avec son procureur spécial vient brouiller la donne, même si, encore une fois, elle n'a rien fait qui va dans le sens contre la loi. Mais le problème maintenant, c'est se poser la question, c'est est-ce que pour défendre cette relation, Fani Willis et ou Nathan Wade ont menti au juge McAfee, ont menti devant la justice. Et là, le dossier va se jouer sur 3 éléments qui vont marquer la crédibilité ou l'absence de crédibilité de Fani Willis et de Wade. Vous vous en souvenez, on a vécu ensemble cette espèce de situation complètement folle où le témoin vedette de Ashley Merchant, qui était Bradley, qui est l'ancien avocat Terence Bradley, qui est l'ancien avocat et ami et partenaire d'affaires de Wade, qui devait venir témoigner suite à certaines des informations qui étaient contenues dans son téléphone. Il n'a pas été là pendant plusieurs heures, il est arrivé en retard, et finalement, il y a eu toute une discussion assez technique que nous avons vécue ensemble autour de ce qui était dans son téléphone et les échanges de textos qu'il a eu avec Ashley Merchant, rentrés dans le cadre du privilège donc des relations privilégiées entre un avocat et son client, vu qu'il était l'avocat de Wade dans le cadre de son divorce. Et le juge avait donc décidé cette semaine de regarder le téléphone en dehors de la cour, donc de ne pas le faire devant les caméras, parce que pour déterminer ce qui était bon et ce qui n'était pas bon. Wade, et donc ça devait se passer lundi ou mardi, et ça ne s'est pas passé. Pourquoi ? Parce que Wade a fait une motion donc une requête pour s'opposer à ce que le juge regarde le téléphone de Bradley. Donc tout ça, ça peut être interprété d'une manière ou d'une autre. Ça peut être interprété comme au sens littéral, lorsqu'on va regarder, on a le document de Wade qui explique pourquoi on n'a même pas besoin d'aller dans cette étape-là. Donc voilà le document, la demande de Wade pour expliquer qu'il ne faut pas que le téléphone de Terence Bradley soit examiné par le juge. Je paraphrase, mais en gros c'est ça. Et donc sa première raison, c'est d'expliquer, document suivant,
il dit, bon voilà, en fait, ce qui vient de se passer pendant 2 jours, non, je pense que ça doit être un document, non, j'ai dû me tromper dans la notation, c'est pas grave. Il explique que de toute manière, pendant 2 jours, sa vie intime a été mis à la vue et au su de tout le monde, et que ils ont répondu plus que ça à toutes les questions, et en gros, ça suffit. Et que en plus de ça, donc tu peux faire défiler juste ces documents comme ça, Thomas, derrière. Je vais résumer, on va pas le regarder un par un. Qu'en plus de ça, depuis 2015, Bradley, excusez-moi, était son avocat dans le cadre du divorce. Donc tout ce qu'il dit est protégé par cette relation privilégiée, donc ce secret entre avocat et client, et que même le juge l'a reconnu, et que surtout Bradley, lors de son témoignage, a expliqué de manière générale qu'il n'avait aucune information directe, il n'avait été témoin de rien prouvant qu'il y avait une relation entre Fani Willis et Nathan Wade. Donc, aujourd'hui, McAfee a rejeté la demande de Nathan Wade, et normalement lundi, il va examiner le téléphone de Bradley, les échanges entre Bradley et Ashley Merchant. Donc ça c'est lundi, et vendredi, donc je le rappelle si vous venez de nous rejoindre, vendredi, on aura une édition spéciale de la chute à partir de 19h ou 20h, je vous redonnerai les horaires, pour suivre ce moment-là en direct, donc la dernière audition, suite justement à l'exploration de ce téléphone-là. Donc tout ça, c'est pas bon pour Wade dans tous les cas, parce que même si il est dans son droit, le fait qu'il fasse tous ses efforts pour empêcher que les informations du téléphone, la perception, encore une fois, l'optique de la chose, c'est que Wade a des choses à cacher. Le pire, c'est même pas pour Wade, c'est pour Bradley. Bradley se retrouve dans une situation complètement compliquée, qui peut entraîner des conséquences graves pour lui, parce que il peut avoir menti à la cour. Si, devant la cour, sous serment, il dit qu'il n'a pas de preuves, qu'il n'a assisté à rien, et que dans ses textes, il dit le contraire, ça va poser de gros problèmes pour Bradley. Ça peut poser aussi des problèmes pour Bradley, parce que, du coup, s'il a partagé ce genre d'informations avec Ashley Merchant, et c'est ce que Ashley Merchant semble sous-entendre dans son interrogatoire, ça veut dire qu'il n'a pas respecté sa clause de confidentialité avec son client, qui est Nathan Wade. Ce qui veut dire que Nathan Wade pourra se retourner contre lui, le barreau de la Géorgie pourrait se retourner contre lui. Donc Bradley est dans une position insoutenable. Et puis, c'est possible aussi que le juge, parce que certaines de ses remarques allaient dans ce sens-là, détermine que la discussion entre Merchant et Bradley n'est rien d'autre que du gossip, des ragots. Qu'en fait, Bradley parle à Merchant sans vraiment rien lui dire, en lui disant il paraît que c'est ci, c'est ça, c'est ça, c'est ça, mais c'est basé sur rien. Si c'est ce cas-là, pourquoi Wade a fait tous ces efforts? Il est fait au nom du droit, ce qui est aussi une question acceptable, mais en tout cas, vous voyez combien ça vient perturber et mettre une pression énorme sur ce qui va se passer vendredi prochain. Et puis ce n'est pas tout.
il y a un aspect, il y a deux autres aspects. Un qui pour l'instant passe complètement sous le radar. Je n'ai pas vu ou très très peu d'articles qui en parlent, mais qui est un point important parce que pour Merchant, c'est la manière, la seule, de prouver que Fani Willis, cette fois-ci, a menti sous serment. Je vous raconte ça tout de suite après. Ouais, on en parlait avec Thomas pendant la pause, pendant que je refaisais le plein de thé, thé au miel, comment on est dans une série Netflix, moi-même je reviens pas. Et donc, je vous ai parlé donc du téléphone Bradley, de ce qui va se passer cette semaine, ce qui va se passer lundi hors des caméras, et puis cette réunion clé, cette audience clé de vendredi que vous ne pouvez pas manquer, que vous ne devez pas manquer. Et il y a un autre élément. Un des points de défense de Fani Willis a été de dire, de toute manière, Nathan Wade n'était pas mon premier choix, donc première défense. Et on a vu, c'est vrai, on a eu entre autres l'ancien gouverneur Barnes de la Géorgie qui est venu témoigner qu'elle lui avait proposé ce boulot. Elle avait proposé aussi, apparemment, Wade n'était que son troisième choix. Donc elle a proposé à d'autres personnes avant de venir à Wade. Donc elle a toujours dit, je n'ai pas proposé, ce n'était pas mon premier choix. Et la deuxième chose, c'est que de toute manière, il est payé pas plus que les autres personnes dans l'équipe. Il n'est pas surpayé par rapport aux autres procureurs. Et donc, le travail de Ashley Merchant et des avocats de Trump, c'est de prendre toutes les déclarations de Wade et de la mettre comme elle a, exactement comme nous le dit Michel, et comme Wade elle-même l'a dit, comme Fani Willis elle-même l'a dit, de la mettre en procès, même si ce n'est pas son procès. C'est le côté pervers du système et c'est la force de gens comme Trump. Et c'est pour ça que l'on peut reprocher à Fani Willis sa naïveté de s'être mis dans cette situation-là. Et donc, démontant mot par mot, virgule par virgule, les procès de Fani Willis, les avocats ont demandé au bureau de Fulton County de fournir à l'avocat, au juge, avant les débats, les 2 journées auxquelles vous avez assisté, les contrats de Nathan Wade et des autres membres de l'équipe, du procureur, pour vérifier si elle a dit la vérité sincèrement. Est-ce que Wade est payé plus que les autres? Et c'est là que la question d'optique commence à être pénible, difficile pour Fani Willis, parce que, malgré la demande du juge, ces documents, lorsqu'on a eu les 2 jours d'audience, n'ont pas été fournis au magistrat. Il y a eu une nouvelle demande. À partir de là, Fulton County a répondu que il n'avait pas trace de ces documents-là. Je ne dis pas que les documents n'existent pas. Ils doivent être quelque part. En gros, Fulton County renvoie la balle sur le bureau de Fani Willis.
dans un contexte extrêmement particulier où il y a 10 jours, au moment où tous ces documents, qui sont des documents archivés, informatiques, etc., doivent être fournis aux magistrats, Fulton County est sous une attaque de hacking, une cyberattaque énorme. Ça a pris plus d'une semaine pour que les ordinateurs de Fulton County reviennent en ligne. Et donc, c'est l'excuse officielle, et c'est peut-être la réalité du côté du bureau de Fani Willis, c'est que l'attaque électronique contre Fulton County par apparemment un groupe de hackers liés à une puissance étrangère, et cette puissance étrangère, ça serait la Russie, on en est là, a empêché Fani Willis son bureau en tout cas, de donner ces documents au juge. Dans tous les cas, McAfee les a demandés pour cette semaine. On ne sait pas s'il les a obtenus, mais c'est un des points qui est aujourd'hui utilisé par Merchant, de dire on veut ces documents parce qu'ils peuvent prouver que Fani Willis a menti. Et ça serait une des raisons techniques où le juge pourrait dire « Ok, elle a menti sous serment sur ce point-là. Nathan Wade a tout fait pour empêcher que le téléphone de son associé soit examiné. Il y a un problème au-delà de l'éthique, il y a un problème de crédibilité. Et comme il y a un problème de crédibilité, sur le doute, je n'ai pas d'autre choix que de disqualifier Fani Willis et Nathan Wade. Donc ça, c'est le deuxième point. Puis il y en a un troisième. Oui, ça devient complètement fou. Troisième, et on a les documents. Et c'est pour ça qu'on était un petit peu en retard ce matin, entre autres. Troisième élément, ce matin, l'avocat de Donald Trump, Soros, donc pas cette fois-ci Ashley Merchant, mais ils travaillent tous ensemble, vient de déposer un document avec une requête que ce document soit ajouté au dossier, qui est une analyse faite par un détective privé licencié qui a tout ce qu'il faut. 2 secondes, Thomas. Ça y est, c'est officiel. Donc, breaking news. Le fameux document, le fameux jugement du juge Engoron. Du juge Engoron qui permet désormais à à Laetitia James, si elle le souhaite, de lancer des procédures de saisie de biens, vient d'être mis en ligne par le juge Engoron qui confirme tous les points de l'amende, etc., etc. Et entre autres, je suis en train d'essayer de regarder ça. Il y a un chiffre. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, le montant que Donald Trump doit à titre personnel est de 454,156 783 $. Et la totalité, donc avec ses fils et avec Weisselberg, représente 464 576 230 $. Donc j'ai la totalité du jugement. Je vais l'envoyer. Je vais voir ce que je peux envoyer à Thomas. Je t'envoie le lien. Non, je te fais un screenshot de la dernière page. Donc c'est un document de 7 pages. Je t'envoie le lien qui te permet d'aller voir, de le mettre en ligne après. Moi, vous allez voir, je vous le mettrai
évidemment dans notre chat Telegram. On va retourner après dans 2 minutes sur notre affaire maintenant de relevé téléphonique de Fannie Willis. Donc j'envoie le document à l'instant à Thomas, c'est officiel, c'est le jugement de Donald Trump. Et à partir de là, si Trump ne paie pas, ces documents peuvent être utilisés pour 2 secondes, je fais ça pour saisir les biens de les biens de Donald Trump. Donc voilà, c'est Breaking News. Thomas a le document. C'est du direct, excusez-nous, mais c'est ce qui fait aussi le charme de la chute, c'est que vous vivez l'information à mesure où elle se passe. J'ai eu l'alerte qu'elle était sur le docket à son arrivée, et donc la voilà. Voilà le document officiel qui peut être présenté désormais devant un shérif, devant un organisme bancaire pour saisir les salaires de Donald Trump, qui peut être présenté devant l'administration fiscale pour mettre ce qu'on appelle un lien sur une propriété de Donald Trump, qui permet d'aller saisir son avion et de le mettre en vente, son hélicoptère et de le mettre en vente, etc., etc. Vous voyez, donc les montants sont reprécisés. Donc voilà, Thomas, on explore ensemble ce document, c'est quand même assez historique. Donc je vais essayer en même temps de faire, j'avais préparé un tweet, mais évidemment le texte du tweet je ne l'ai pas remis à jour, donc il n'est plus bon, donc j'essaie de faire ça, publie. Donc on va faire une petite pause de 15 secondes, le temps de faire ce tweet, et puis je reviens sur les écoutes, pas les écoutes, mais les données téléphoniques de Fannie Willis. Ok ? Merci beaucoup, à tout de suite. Voilà, on est de retour. Pascal qui nous dit qu'on est comme des fous. Bah voilà, c'est l'émission, c'est Bienvenue dans ma vie. Hein. C'est ce que vous vivez là en direct pendant quelques heures. C'est à peu près mon quotidien où je me dis, ah bah tiens, aujourd'hui ça va être tranquille, je vais travailler sur autre chose parce que
Vous avez bien compris, c'est pas avec la chute que je gagne ma vie. Et puis, d'un coup, c'est boum, tiens, Engoron, boum, tiens, Cannon, boum, tiens, Fannie Willis, boum, tiens, Nikki Haley. Justement, avant de parler de ce fameux document déposé aujourd'hui par l'avocat de Trump sur les données téléphoniques du téléphone de Wade, une petite parenthèse, je vous disais tout à l'heure en début d'émission que il y a quelques jours sur notre chat Telegram, on a eu une conversation assez intéressante avec plusieurs chutistes. Je pense que c'était Maxime qui était à l'origine de cette discussion en expliquant que ce qui était peut-être intéressant, c'était de se dire que Nikki Haley, qui avait signé le pledge du Parti républicain qu'elle apporterait son soutien complet et total à Donald Trump au moment où il serait candidat, pas Donald Trump, mais en tout cas à n'importe quel républicain qui serait candidat, elle apporterait son soutien, se dire que peut-être avec ses propos, ce qui est une bonne réflexion, avec ses propos actuels, on pourrait se dire que peut-être elle va changer d'avis parce qu'elle est devenue très critique de Trump. Et ma réponse sur ça, pour simplifier, était de dire oui, mais en fait pour moi c'est que de la posture politique qui me rappelle celle de Ted Cruz en 2016 qui a attendu après même la convention pour venir soutenir Donald Trump. Donc c'est de la posture politique parce qu'elle en retire des avantages et que, deuxième point, je résume, dans la réalité, ce que vous voyez en France, ce que vous entendez en France, et même les résumés américains des interventions de Fannie Willis, sont chaque fois résumés, c'est partiel, c'est-à-dire surtout en France, surtout sur les plateaux de chaînes d'infos, on va prendre que une partie de la phrase de Nikki Haley où elle va s'attaquer à Donald Trump, en oubliant la fin de la phrase où à chaque fois elle dit oui mais Biden est pire. Donc elle prépare son électorat. Donc c'est une position extrêmement ambiguë. Il y a de l'argent qui arrive, alors l'idée de se dire qu'il y a une bascule des donateurs, des supporters financiers des républicains de Trump à Nikki Haley est d'un ridicule énorme et qui peut être prouvé, c'est que la plupart des dons que Nikki Haley reçoit aujourd'hui sont d'électeurs indépendants, d'électeurs républicains qui étaient dans tous les cas, qui n'ont jamais soutenu Trump, et de démocrates. Ça n'a absolument rien à voir. Il n'y a pas une montée en puissance au sein du Parti républicain pour faire élire Nikki Haley. Et surtout, donc, elle a ce discours en permanence. Elle a eu le même en 2016 où elle était opposée à Trump pour finalement finir ambassadrice des États-Unis à l'OTAN. Elle a eu le même en 2020 où elle a critiqué le 6 janvier, mais elle a épargné Donald Trump. Elle a eu le même au moment de toute l'histoire autour du Big Lie, où elle a expliqué, oui, il y a une fraude électorale, mais bon, elle est toujours dans cet état d'esprit là, de dire oui, mais, et donc là, en permanence, lorsqu'elle attaque Trump, elle dit, mais le pire, c'est Biden, parce que ça va permettre à un moment ou à un autre de se rallier derrière Trump, parce que c'est ce qu'elle fera. Et donc, hier, elle était interviewée par le AGC, donc c'est le quotidien de Atlanta, et par une télévision locale. Je suis abonné aux deux services parce que, et c'est encore une fois grâce à vos super chats, merci, parce que pour suivre ce procès-là, je me suis dit que c'était nécessaire d'aller m'abonner à ces sources d'informations, parce qu'il y a des informations que l'on ne trouve pas ailleurs, et une interview de Nikki Haley, avant même de savoir tout ce que je viens de vous raconter sur le téléphone, etc., qui appelait à la disqualification de Fannie Willis en se rangeant derrière les arguments de Donald Trump. Donc voilà, c'était une parenthèse pour vous dire, ouais, l'image que l'on vous vante partout de Nikki Haley, opposante numéro 1 de Donald Trump, dans la réalité, elle n'existe pas. D'accord ? Dans la réalité, elle n'existe pas, et donc elle souhaite la disqualification de Donald Trump. Voilà.
On passe donc, on a vu les documents de Bradley, on a vu les documents qui n'ont toujours pas été, les contrats qui n'ont toujours pas été fournis au juge avec l'attaque, la cyberattaque. On en est là, je vous dis, même Netflix, ils n'ont pas mieux. Ils n'ont pas mieux. La cyberattaque contre Fulton County. Et donc aujourd'hui, l'avocat Donald Trump a présenté en demandant que ça soit incorporé au dossier. Ce n'est pas certain que McAfee accepte de verser ces documents au dossier. Donc, une analyse des données téléphoniques obtenues après une demande officielle au siège de AT&T. AT&T, c'est aux États-Unis, c'est comme Orange en France, pour permettre d'accéder à une partie des données du téléphone de Wade pour essayer de prouver que Wade avait une relation romantique, et là les mots vont être importants, les relations romantiques avec Fannie Willis avant qu'il ait été engagé, avant la date donnée par Fannie Willis, qui explique que ça s'est passé dans le courant 2022. Et donc, ces données, c'est quoi? Ça permet de savoir le nombre de coups de téléphone qui ont été envoyés, qui ont été passés de l'un vers l'autre et de l'autre vers l'autre, donc de Wade vers Willis et de Willis vers Wade. Ça permet aussi de savoir le nombre de messages, en fait une notion qui a été corrigée pendant que je vous parlais, qui est devenue d'interaction. C'est-à-dire que vous savez tous maintenant, aujourd'hui, vous pouvez par exemple pousser un message ou mettre un cœur à un message. C'est ce qu'on appelle une interaction. Ça ne veut pas dire que vous avez envoyé un message, et qui permet aussi de surveiller les tours, les moments où le téléphone portable de Wade se connecte à des tours, aux deux tours. Normalement, on essaie de faire ce qu'on appelle une triangulation, mais là, aux deux tours qui sont entre le domicile, donc le plus proche, le domicile de Fannie Willis. Et donc, on va voir le document. Merci Richard. Je reviendrai tout à l'heure, Thomas, sur les super chats, là, pendant quel document, voilà, pour le confort de tout le monde. En tout cas, merci beaucoup. Je vois que vous avez été plusieurs à réagir. Et encore une fois, merci. Ces breaking news qu'on vit en direct, c'est grâce à vous toutes et vous tous. Donc, ce document-là, donc que vous avez désormais sous les yeux, j'ai besoin de toi, Thomas. Donc ce document-là, donc c'est cette demande d'utiliser ça. Ça présente donc c'est Steven Sado. Ça présente l'expertise de leur inspecteur, de leur enquêteur qui s'appelle Mittelstadt. Je vous le prononce à l'allemand, Charles Mittelstadt, qui donc a obtenu et qui a utilisé un logiciel qui est utilisé par tous les enquêteurs qui ont accès à des données, qui s'appelle CellHawk, qui a l'avantage de ne pas transférer les données. Pourquoi c'est important? Pas transférer les données sur l'ordinateur de l'enquêteur, c'est-à-dire que ces données ne peuvent pas être truquées, modifiées par l'enquêteur. Elles restent via un lien crypté entre le serveur de AT&T et l'app CellHawk. Voilà, on est dans un film. Page suivante. Et donc, Mittelstadt, donc le PI, comme l'était Magnum à un moment, raconte que il a reçu donc le 15 février ce lien, donc c'est toute la procédure, et que donc il a pu analyser, et donc il s'est intéressé à la période du 1er janvier 2021 à celle du 30 novembre 2021, donc les 11 mois qui ont précédé l'arrivée de Nathan Wade à
à Fulton County, au bureau de Fani Willis. Et ce qu'il a essayé de faire, donc c'est d'abord, je vais vous parler de remonter le nombre d'appels sur cette période qu'il y a eu entre les deux. Et il y a eu, sur cette période-là, 2000 appels. 2000 appels entre Fani Willis et Nathan Wade. 2000 appels, ce n'est pas une preuve d'une relation romantique. Je vous rappelle que lors du procès, ils ont expliqué qu'ils avaient une relation amicale avant ça. Lui-même a dit qu'il était allé plusieurs fois, une dizaine de fois en gros, rendre visite à Fani Willis. Et je crois que c'est Fani Willis qui a dit qu'il n'a jamais passé la nuit, mais qu'en tout cas, il a rendu visite plusieurs fois. En plus de ça, à ce moment-là, Wade avait fait partie du comité de transition de Fani Willis qui avait aidé lorsqu'elle a pris, elle a été élue procureur, donc pour lui permettre de rentrer en poste plus rapidement. Donc il avait fait un petit peu de travail de consulting à ce moment-là. Mais dans tous les cas, si ce document est vrai, hein, c'est un document publié par les avocats de Trump avec tout ce que je viens de vous raconter, et entre autres cette tentative de changer les adresses des compagnies de Trump, prenons-le avec des pincettes, mais si ce document est vrai, il établit qu'il y a eu 2000 appels entre Fani Willis et Wade, et que la plupart de ces appels-là, ce qui n'est pas choquant non plus, ont eu lieu en soirée, et c'est quelque chose qui a été évoqué par les deux, de dire que c'était plutôt après que la journée de travail soit terminée. Ils s'appelaient comme font des amis. Moi j'en ai un, il m'appelle très souvent le soir d'ailleurs, et et on n'a aucune relation romantique là-dessus, et que ça soit clair. Et donc ces 2000 appels en fin de journée, c'est un moment, ce qui a expliqué aussi Fani Willis, c'est que c'est un moment où Wade a un cancer. On se doutait, d'après ce qui avait été dit, que ce cancer touchait à l'intimité de Nathan Wade. C'était un cancer de la prostate, et que donc c'est pour ça que Fani Willis disait, mais de toute manière, vos histoires de relations romantiques, c'est n'importe quoi, parce que ça, donc c'est d'autant plus ironique, et que donc elle apportait un soutien moral à Wade, et que Wade, à ce moment-là, parce qu'elle était sous le coup déjà de menaces, fait établi aussi, Wade lui apportait un soutien. Et entre deux était née cette relation qui fait que ils échangeaient pour se soutenir, parce que les deux en même temps, plus contexte post-Covid. Et puis, lorsque je vous parle de soutien, c'est au moment où elle a été obligée d'abandonner la maison qu'elle venait de finir de payer, sa maison. Elle a été obligée de l'abandonner parce que elle était sous les menaces, et donc que ces communications, ces échanges rentrent dans ce soutien-là. Donc, 2000 appels et 12 000, vous allez voir passer messages. Il n'y a pas eu 12 000 messages SMS entre eux, 12 000 interactions. Donc, des messages, des likes, des points d'interrogation, des pouces, tout ce que vous pouvez faire avec un iPhone. 12 000. Évidemment, tout cela, même si c'est intéressant, même si ce n'est pas encore versé au dossier, même si ça n'a pas été vérifié, et je pense que peut-être que le magistrat ne versera pas cet élément au dossier parce que ça nécessite une contre-enquête. Dans tous les cas, cela prouve une relation entre les deux qui n'a jamais été cachée, qui a été répétée au moment du procès, mais cela ne prouve pas une relation romantique entre les deux. Et donc, l'avocat de Trump le sait, l'idée est de gagner du temps, l'idée est de salir
de salir la réputation de Fani Willis pour après salir le reste de la procédure en disant mais comment faire confiance à quelqu'un qui a passé 2000 appels avec, hein, c'est des chiffres qui font peur, 2000 appels, et encore une fois on en revient sur les optiques, le côté optique de cette affaire-là et l'erreur de Fani Willis. 2000 appels, 12 000 interactions. Donc, ce que raconte Merchant dans la suite de son rapport, c'est ce qu'il a essayé de faire en retraçant au niveau des tours des téléphoniques la présence continue du téléphone de Wade. La présence continue. Parce que justement, il peut passer dans le quartier. Plusieurs fois, quand on lui a demandé pourquoi il était allé dans ce quartier, il a dit je suis allé au restaurant, je suis allé à l'aéroport, etc., etc. Donc, ils ont tenté d'éliminer tout ça pour s'intéresser à des moments où le téléphone était stable, donc ne bougeait plus. Le signal était lié à la tour la plus proche, à une des deux tours la plus proche du domicile de Fani Willis, et ils ont identifié deux dates qui sont extrêmement importantes parce que elles sont avant qu'il aille travailler. Donc, il a remarqué que 35 fois, il a identifié le téléphone de Wade près d'une tour, près de la tour à côté du domicile, mais il s'intéresse à deux fois. Et entre autres, une date, c'est celle dont je vais vous parler, du 29 mai, je pense, 2021, que les avocats de Trump veulent utiliser pour prouver qu'il y a une relation intime relation romantique. On ne leur reproche pas d'avoir une relation, mais une relation romantique entre Fani Willis et Nathan Wade. Et donc, il explique que à 11h30, je pense, si j'ai les horaires comme il faut devant moi, de mémoire, c'est lequel? Non, c'est pour mai. Donc on va prendre septembre du coup parce que c'est le même principe. Non, je vais prendre je vais prendre les chiffres. Tu peux enlever ce document-là, mais en tout cas c'est le même principe sur les deux dates qu'il a identifiées. Où en gros on a en fin de soirée un appel de Fani Willis à Wade. En fin de soirée, ce qui fait que l'excuse de l'aéroport où je vais conduire une Porsche, il y a une attraction Porsche dans le quartier, où je vais au restaurant commence à devenir difficile. Donc à 11h30, voilà, 11h30, donc au mois de mai, à 11h30, Fani Willis appelle Wade. Son téléphone, donc le téléphone de Wade, est identifié à son domicile personnel, à lui, où il habite. À minuit 43, le téléphone est signalé à la borne à côté de chez Fani Willis, et le signal ne bouge plus jusqu'à 4h55 le matin, avant que Wade parte à nouveau à son domicile. Et il y a au moins deux ou trois dates, qui vont dans ce même schéma, où Wade arrive il y a un autre exemple où il arrive à 10h45, 22h45, et il repart à 4h du matin. Est-ce que ça veut dire que pendant ce temps-là, il y a eu une relation romantique entre les deux? Non, ce n'est pas une preuve, encore une fois. C'est juste la preuve que Wade est allé chez Fani Willis au milieu de la nuit. Ce n'est pas quelque chose qui a été
ce n'est pas quelque chose qui a été reproché. Et donc maintenant, si le juge décide de se dire que le travail effectué par l'enquêteur de l'avocat de Trump est correct et décide de prendre ces informations-là, elles ne contiennent pas la preuve qu'ils ont eu une relation romantique, mais établit ce que l'on sait plus ou moins, qu'ils ont passé du temps ensemble et qu'il y avait une relation téléphonique qui était beaucoup plus importante que ce qu'on croyait. Et encore une fois, cela touche à la crédibilité de Fani Willis. Et si le juge veut décider de se dire, ok, ce dossier, il mérite de partir sur des meilleures bases en ayant l'espoir que notre procureur s'en empare, il a désormais les excuses pour dire je disqualifie Fani Willis. Je ne dis pas qu'il va le faire, je n'en sais rien. Il n'y a pas de preuve, il n'existe pas de preuve. Mais il y a un ensemble de faits qui polluent ce dossier-là. Une des solutions, mais est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est trop tard ou est-ce que c'est quelque chose qui va être négocié entre Fani Willis et le bureau de McAfee? Serait par exemple une démission de Nathan Wade. On pourrait en arriver là et qu'il soit remplacé, ça serait le plus facile d'ailleurs, que donc Fani Willis continue à rester à la tête de ce dossier-là et que Wade soit remplacé. Mais en tout cas, voilà, de ce que l'on sait, tous les éléments qui sont sur le bureau du juge McAfee. Lundi, il va avoir en plus de ça accès au téléphone de Bradley, se demander si Bradley a menti et pourquoi a-t-il menti, se demander si Nathan Wade a menti et pourquoi il a menti. Et il va devoir prendre cette décision. Et c'est pour ça que l'audience de vendredi va être aussi importante. Mais en tout cas, encore une fois, pour une affaire qui n'a rien à voir avec le dossier Trump en Géorgie, tout se complique et tout est désormais à risque. Allez, petite pause. Voilà. Rien n'est jamais facile. On a vu un Goron, on a parlé de Cannon, on a parlé de Willis. La semaine prochaine va vraiment être cruciale, comme le dit Bruno. C'est triste. Oui, c'est triste parce que au-delà de ça, au-delà de cette relation, et j'ai lu, comme vous le savez, tous les documents liés, qui sont publics à l'enquête, qui sont les actes d'inculpation, les arguments présentés pour permettre, par exemple, pour empêcher Mark Meadows d'échapper à la justice, etc. Il y a un travail considérable et admirable. Un travail d'une qualité rare qui n'a absolument qui est absolument irréprochable. Et tout ça, donc il faut rendre à César ce qui appartient à César, parce que c'est aussi le travail des avocats de Donald Trump. Ils sont là pour ça, hein, même si les méthodes sont contestables, ils sont là pour ça. Tout peut s'effondrer à cause de cette relation qui, encore une fois, n'a rien d'illégal, mais est venue
complètement brouillé la perception autour de ce dossier-là. Ouais, non, c'est comme dit Valérie, les avocats de Trump sont malheureusement très tordus et gagnent. Ils gagnent pas toujours, hein, on vient de voir du côté Engoron avec le montant que Trump doit payer. Mais dans la réalité, par moment, c'est le vice, c'est ces armes-là, d'être tordu, d'engager des enquêteurs, aller vérifier tout ça, aller mettre les poubelles sur la place publique. Des fois, c'est ce qui fait qu'un dossier fonctionne. Et donc, c'est le cas. Oui, René, je viens de voir un message sur X, petite parenthèse, je viens de voir plusieurs personnes, suite à mon tweet, mettre en avant le fait que Laetitia James a publié un autre chiffre de 464 millions. Le chiffre publié par Laetitia James englobe Donald Trump, Eric Trump, Don Jr. et Weisselberg. Mon tweet parle que de ce que Trump lui-même doit payer. Donc non, ce n'est pas une erreur, merci de l'avoir signalé. C'est juste quelque chose de... on ne parle pas de la même chose. Trump doit bien 454 millions et change. Comme on dit ici. Avant de passer à notre dossier Smirnov, je voulais vous remercier. Il y a eu plusieurs super chats. Maintenant que je parle, il y a eu Richard, je crois, j'ai vu passer Richard. Merci Richard pour ton soutien continu à la chute. Breaking news, ouais, là je sais pas, c'est un beau vendredi, oui c'est un beau vendredi, même si là j'imagine que je vous ai un petit peu cassé le moral avec ce que je vous ai raconté sur Fani Willis, mais c'est mon travail, c'est important de vous donner la vérité, de vous donner l'heure juste à chaque fois. Ça ne veut pas dire que McAfee va aller dans le sens de disqualifier Fani Willis, mais ce qui devait être un dossier simple et facile et vient de se compliquer énormément. Merci Robert aussi pour ta fidélité et pour l'abonnement au Atlanta Journal-Constitution. Ouais, c'est à peu près ça. Merci beaucoup par mois. C'est à peu près ça. Merci beaucoup Robert d'avoir participé à ça. Et Maxence, un message pour Madame Raymond pour permettre à la team William Thomas Cody de pouvoir passer un temps de dingue. Petite contribution pour un petit resto. Ben voilà, ben c'est très sympa Maxence. Ça sera répété et utilisé dans ce sens-là. Merci beaucoup. Merci Alain pour l'apéro d'Ingoron. Merci beaucoup pour ta contribution et ton soutien à la chaîne. Et JP qui a failli l'envoyer à Trump. Ouais, bon, ça suffira pas. Hein. C'est comme les cagnottes, etc. Ça suffira pas, vu ce qu'il faut. Mais en tout cas, pour nous, ça fait vraiment la différence chez nous. Merci en tout cas, JP, pour ton super chat. On a tout. C'est bon? On peut passer au gros morceau. Est-ce que vous vous sentez? Alors, question pour le chat. Cody, sondage. On continue ou Smirnov en fait demain? Maintenant ou demain? Allez, vous avez une minute, on fait une pause.